L'équipe mobile passerelle, on est rattaché à la fondation Falleret et on a été sur le nord des Yvelines. Et il y a deux antennes, une sur le nord des Yvelines et une sur le sud des Yvelines. Et le nord des Yvelines, on a été créé en 2020. Donc, les finalités de l'équipe mobile passerelle, c'est de favoriser l'accès ou le maintien dans le logement des personnes fragiles sur le plan psychique et de les accompagner vers un logement ou un habitat adapté. Voilà, donc on va essayer de créer en fait une passerelle, l'équipe mobile passerelle, entre les bailleurs et les locataires, les soins et les services sociaux de droit commun. Alors, les objectifs de l'équipe mobile passerelle, c'est de recréer du lien et de favoriser une réponse adaptée aux besoins de la personne. Prévenir, éviter les expulsions, recouvrir les dettes locatives et faire tiers entre les locataires qui sont parfois isolés et les différents partenaires que nous avons sur le secteur. C'est aussi de réimpulser les partenariats et de favoriser l'accès aux droits communs. Pour ça, on propose un accompagnement aux personnes, c'est de rompre l'isolement, premier facteur des troubles psychiques que nous rencontrons. Recréer du lien ou créer du lien social. Pour la plupart, ils sont en rupture de lien aussi. Stabiliser aussi la situation administrative et budgétaire, faire un point avec eux sur leur situation et de réorienter ou d'orienter vers les soins quand il y a rupture de soins. Ouais. Donc du coup, les personnes qu'on accompagne, les situations nous sont orientées par deux biais. Soit par le biais des conventions que nous avons avec les bailleurs, certains bailleurs sociaux, il y en a 10 actuellement sur l'ensemble des Yvelines, soit par la DETS, la DDETS, dans le cadre d'AVDL, d'ALLO et hors d'ALLO, notamment par le biais des CAPEX, des commissions des expulsions, de prévention des expulsions. Donc voilà, comme je le disais, les AVDL, c'est les CAPEX principalement, mais aussi les COMED et des orientations directement du service logement de la dette qui aurait été sollicité par des travailleurs sociaux ou autres. Donc, concernant les conventions bailleurs, ce sont les gardiens et les conseillères sociales qui sont au plus proches au quotidien des locataires qui vont nous signaler les difficultés rencontrées et les personnes que l'on pourrait accompagner. Alors, le fonctionnement, comment ça se passe pour les évaluations? Dans un premier temps, il y a des transmissions des informations et pré-évaluation de la situation avec les partenaires. On échange sur les situations. Il y a une première visite à domicile qui est faite avec ou sans le partenaire. Quand c'est le partenaire, la conseillère sociale généralement, qui introduit la situation avec le locataire, qui explique le pourquoi de notre intervention. Ensuite, il y a une phase de diagnostic qui est effectuée par l'équipe mobile passerelle. Avec l'équipe mobile passerelle, on fonctionne souvent en binôme, on reviendra après là-dessus. C'est un travailleur social et une personne du sanitaire. Donc on fait une évaluation, on regarde sur quelle mesure on peut accompagner cette personne. Et ensuite, on a ce que je disais, l'accompagnement en binôme qui se fait ensuite après l'évaluation. Et la durée d'accompagnement en moyenne est de 8 mois. Donc du coup, on a au niveau de l'équipe mobile passerelle, il y a différentes pratiques. La première, c'est d'aller vers. C'est voilà, hein, c'est le but des équipes mobiles. On a un ensemble d'approches en fait qui permettent en fait de multiplier les chances d'entrer en relation avec la personne. De rencontrer la personne. Voilà, où on va être insistant, il faut trouver insistant sans non plus tomber dans le harcèlement, je dirais.
Voilà, donc on a une évaluation par le biais de la pluridisciplinarité de nos métiers, une évaluation à 360 degrés, donc l'accompagnement en binôme socio-sanitaire. Et c'est un accompagnement intensif et de proximité, c'est-à-dire qu'on va aller au rythme de la personne. Si c'est nécessaire de la voir plusieurs fois dans la semaine, on le fera à ce moment-là. D'autres, ça va être une fois par mois, donc voilà, on va s'adapter. C'est un accompagnement en réseau, donc évidemment, on ne fait rien tout seul, on a besoin des partenaires. Et on fait également des actions de médiation et de coordination avec les services. Euh, voilà, dans des situations complexes où des fois les partenaires sont au bout et voilà, on peut intervenir également. Alors le public, alors là c'est les chiffres 2022, la moyenne d'âge était de 52 ans, 90% des personnes qu'on accompagne vivent seules et 77% d'entre eux sont sans activité professionnelle et c'est des situations très enquistées, un repérage en amont et à prévaloir. Donc voilà, là on a une petite situation cas clinique qui on trouve est représentative de ce que nous faisons. Il s'agit d'une dame de 59 ans. Cette situation nous a été orientée par le biais d'un bailleur social pour plusieurs raisons, d'être locative, l'inquiétude de l'entourage, du voisinage notamment, et un défaut d'entretien du logement assez enfin, remarqué. Euh, donc, suite à ce signalement de la conseillère sociale, nous, on détermine un binôme qui va à la rencontre de la dame, accompagnée de la conseillère sociale toujours, qui nous l'a orientée, parce que nous, on n'intervient pas si le bailleur ne nous demande pas, donc c'est important pour nous qu'elle soit présente. Donc voilà, nous, on a pu constater l'isolement de cette dame malgré l'entourage des voisins. Rapidement, alors Madame, elle nous ouvre la porte, mais elle nous laisse évidemment pas accès à tout. Il y a le temps de la création du lien de confiance. Euh, on va principalement déjà travailler en fonction de ce à quoi elle nous laisse accès. Là, ça va être de mémoire, cette dame, elle avait besoin on appelle, elle avait besoin de soins et d'accompagnement psychique, mais elle était OK que sur d'un accompagnement au niveau des soins chez un ophtalmo. Donc on l'a accompagnée dans ce domaine-là, au niveau administratif également. Il y avait des ouvertures de droits à faire au niveau de la retraite, des dossiers de surendettement. Voilà, c'était une dame très fragilisée qui avait vécu des violences. Donc, progressivement, elle nous laissait accès à certaines choses. On a beaucoup travaillé en lien avec les partenaires, à savoir le CCAS, l'assistante sociale du CCAS, la conseillère qui est restée dans la boucle. Et l'idée était d'installer déjà aussi des relais, parce que nous, on n'a pas vocation à rester, donc on a travaillé sur un signalement, parce qu'on s'est rendu compte que le voisinage profitait de la situation. Étant donné les soins de santé physique et psychique qui étaient nécessaires, on a également contacté la DAC pour coordonner après notre départ. Et voilà, hein, globalement, une fois que les partenaires ont été positionnés et qu'on avait pu faire le lien, euh, on a arrêté d'accompagner cette dame. Voilà, donc je sais brièvement, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il est important aussi de rajouter, lorsque le bailleur nous sollicite, il y a une fiche de liaison qui nous transmet. On lui transmet où il y a beaucoup d'informations pour qu'on y voit un peu plus clair.
C'est à la suite de la réception de cette fiche de liaison où en équipe, on décide de la situation, de voir ce qu'on peut faire pour qu'on ait le plus d'informations possible. Un des objectifs de l'équipe mobile passerelle aussi, c'est de trouver les relais pour les situations. Ce que je disais plus tôt, c'est que la durée d'accompagnement est de 8 mois. Et, et après, on essaie de mettre en place les relais pour que les personnes qu'on accompagne aient cette possibilité d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer lorsqu'on nous ne sommes plus là. C'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement qui est assez intensif, où on aide beaucoup les personnes, mais quand on se retire, les personnes, ça peut être anxiogène pour eux. C'est pour ça qu'on essaie de trouver un maximum de partenaires pour les mettre sur la situation et ensuite nous retirer petit à petit. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui. Alors, on peut prendre quelques questions là, sachant qu'il y aura un temps dédié à la fin. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions au niveau de la situation, au niveau de l'auditoire? Alors, je vois déjà une question, si nous avons des homologues dans le Val d'Oise. Non. Non. Alors là, aujourd'hui, l'équipe mobile passerelle, elle est dans toutes les Yvelines, nord et sud, mais personne dans le Val d'Oise. Il y a une équipe mobile passerelle qui se crée dans le 92, qui sera portée aussi par la Fondation Falleret. 94, il y en a une aussi également, mais pas dans le 95. Pas encore. Du coup, la naissance est née du constat des bailleurs. Comment l'idée de créer cette équipe, du coup, est née? Alors, historiquement, c'était dans le sud des Yvelines, hein. C'était un partenariat. C'était les 1000 logements d'abord. Alors, À l'époque, oui. oui, je maîtrise pas trop l'origine, mais c'était voilà, dans le sud des Yvelines où il y avait eu un partenariat. Euh, je ne sais plus trop l'expliquer. Tu l'as en tête? Non. Bah, en fait, l'idée, c'était un bailleur s'est retrouvé dans une situation assez compliquée et on s'est rendu compte sur le territoire que bah, ce genre d'équipe mobile manquait. Des personnes qui allaient vers, c'était des personnes qui sont complètement en rupture et qui ne vont plus vers justement les institutions de droit commun. Et l'idée, c'était de créer une équipe justement qui allait accompagner ces personnes et amener ces personnes vers les institutions de droit commun. Donc, au niveau de votre équipe, vous êtes travailleur social et infirmier, c'est ça? Et psychologue. Et psychologue. D'accord. Mm. Et donc, il y a une équipe sur le Nord Yvelines. C'est Et ça. vous êtes basé où sur le Nord? Alors, sur le nord des Yvelines, nous sommes basés à Aubergenville. D'accord. Parce qu'il y Il a y a plusieurs une, adresses, à chaque fois, j'ai du mal à me repérer. il y a une équipe sur Trappes et le siège social est sur Fontenay. D'accord. Siège administratif, pardon. Le social, il est sur Paris. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ou souhaitez-vous qu'on passe à la suite? Je vois pas de main levée. Il y a des questions à l'écrit, je crois, ou peut-être Oui. on peut voir tout à l'heure. Vous êtes en recherche de logement et demande de soins pour madame. Alors, concernant la question pour peut-on vous solliciter pour une famille hébergée, expulsée en recherche de logement avec une demande de soins pour madame, alors par le biais soit du bailleur social, selon qui est le bailleur social, soit par le biais d'ACAPEX. Après, la demande de soins, j'imagine que c'est du soin psychique. Si c'est le cas, ben là, je vois pas de raison de dire non. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas déjà tous les partenaires qui soient nécessaires. Après, là, si c'est le cas, nous, on ferait de la coordination, mais pourquoi pas, oui. Alors, ce que je vous propose, si ça convient à tout le monde, c'est qu'on revoie les questions à la fin. Ok, bien sûr. J'ai vu, parce que ça continue à arriver Oui. du coup. Comme ça, on est sûr d'avoir le temps pour présenter ACT hors les murs. Merci beaucoup pour votre présentation et puis on se retrouve Merci. du coup pour les questions à la fin. Je laisse du coup Madame Djabala. Ok. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la présentation de l'équipe mobile ACT hors les murs.
Est-ce que vous voulez que je départage mon écran pour que Oui, vous puissiez vous... oui, ou sinon, non, allez-y, déroulez. Il n'y a pas de D'accord. souci. Alors, Il y je a vous pas- mets juste en évidence pour que tout le monde vous Ok, voit. Voilà. merci. Donc, au niveau historique, donc, en fait, l'équipe mobile ACT Hors-les-Murs fait partie de l'association InfoSoins qui a été créée en 88 pour proposer des solutions pour les personnes qui étaient en situation d'exclusion ou touchées par le VIH à l'époque. C'est un peu à l'origine les appartements de coordination thérapeutique qui proposaient un hébergement et un accompagnement autour du soin et de la dimension sociale. Euh, C'était vraiment spécifique au niveau du VIH. À partir de la loi de rénovation de l'action sociale, en fait, en 2002, en fait, le périmètre d'intervention s'est élargi, puisque là, ça a ouvert à toutes les pathologies chroniques somatiques, invalidantes ou non. Euh, donc, ça a vraiment ouvert vraiment le champ d'intervention pour les personnes atteintes de pathologies chroniques somatiques. Cette association a été reprise en fait le 1er juillet 2017 par la sauvegarde des Yvelines. Euh, la création de l'équipe mobile ACT hors les murs a été mise en place en 2002 suite au Ségur 27, qui est pour finalement répondre à un besoin toujours croissant de demandes de personnes atteintes de maladies qui auraient besoin de coordination de soins. Donc c'est vrai il y a toujours eu beaucoup de demandes pour les appartements de coordination thérapeutique, donc vraiment les ACT et résidentiels, et on ne pouvait pas répondre à toutes ces demandes, donc c'est dans ce cadre-là en fait que l'équipe mobile a pu se créer. Donc nous intervenons en fait pour soutenir la personne en fait dans l'accès et dans son parcours de soins pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité atteintes de pathologies chroniques somatiques hébergées sur le territoire des Yvelines. Donc quand on parle de pathologies chroniques somatiques, on parle de diabète, d'hépatite, de drépanocytose, de VIH, de cancer, enfin, d'hypertension. Voilà, la liste est quand même assez vaste. Nous, au niveau de nos accompagnements, en fait, on est sur un accompagnement universel et nous disposons de 40 places à l'heure actuelle pour l'ensemble du territoire des Yvelines. Et nous avons une équipe médicale et sociale pour pouvoir intervenir en fait au plus près des besoins des personnes. Notre équipe, alors elle se compose d'un directeur d'établissement qui est commun donc à l'ACT hébergement et à l'équipe mobile ACT hors les murs et de Cap Santé. Cap Santé est un dispositif de mise en place de permanence de psychologues au sein des centres d'accueil d'urgence. Un responsable de service, un médecin coordinateur qui est là une journée par semaine, qui est pour superviser en fait le projet thérapeutique. 5 infirmières qui sont référentes, en fait, chacune est référente d'un certain nombre de situations qui va permettre d'être au plus près de la personne. Un travailleur social qui est là pour répondre à toutes les questions d'ouverture de droit en lien avec la santé. De la personne, parce que nous ne sommes pas là pour remplacer les travailleurs sociaux qui sont sur les structures d'hébergement, et un psychologue qui est là pour un soutien vraiment de la personne dans l'annonce de son diagnostic ou dans ses difficultés du quotidien en lien avec sa pathologie. Donc, au niveau de nos missions, nous, on propose une coordination de soins en fonction des besoins médicaux de la personne pour l'amener vraiment vers une autonomie en santé. C'est vrai que la plupart nous intervenons en fait sur l'ensemble des Yvelines auprès des centres d'hébergement, donc centres d'hébergement d'urgence, centres d'hébergement de réinsertion sociale, également les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Voilà, la liste est assez vaste. Souvent, ce qu'on propose en fait, c'est de pouvoir aller à la rencontre de la personne, de faire un diagnostic avec elle de ses besoins en termes
de besoins en termes de santé et d'accompagnement et de soutien dans son parcours de soins, afin de vraiment permettre en fait de dérouler l'accompagnement social. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, l'autre volet est de proposer un accompagnement sur les démarches d'accès aux soins en lien avec la santé, AME, constitution dossier MDPH également et titre de séjour pour soins pour ces personnes. Il y a tout un travail également d'éducation thérapeutique sur la compréhension des maladies, les réflexes et habitudes de vie en lien avec les pathologies, surtout quand c'est des pathologies qui sont nouvellement connues. Voilà, les personnes sont souvent un petit peu perdues dans leur quotidien. Donc, les équipes, en fait, prennent le temps d'intervenir auprès d'elles pour vraiment leur apprendre des bonnes habitudes de vie et adapter justement voilà, comment dire, appréhender cette pathologie et l'inscrire en fait dans leur quotidien. On propose un soutien en santé psychique avec la mise en place donc des rencontres avec le psychologue de notre service. Et on s'est rendu compte également qu'il y avait quand même pas mal d'isolement social, même au sein des structures d'hébergement. Donc, on propose des activités autour de mieux-être qui permettent en fait finalement de sortir un petit peu les personnes de ce quotidien autour de la maladie, autour d'ateliers individuels ou de groupes, comme de la socio-esthétique ou des ateliers jardin ou des activités un petit peu plus culturelles. Et on propose également des actions de prévention de santé au sein des structures d'hébergement, voilà, en lien avec voilà, la santé sexuelle. Alors, comment se débute un accompagnement? Alors, nous, les orientations se font en fait par les travailleurs sociaux en lien sur les structures. Elles nous transmettent une fiche navette que nous, voilà, que nous regardons en équipe. À la suite de cette concertation, en fait, on nomme un référent santé qui va prendre contact en fait avec la structure d'hébergement et la personne concernée pour lui faire une présentation de notre dispositif. Lors de cette rencontre, en fait, voilà, on évalue effectivement les besoins de la personne, on vérifie l'adéquation entre ce que nous, on peut proposer et ce que la personne a besoin. Et si la personne est d'accord pour qu'on puisse l'accompagner, on lui propose un deuxième rendez-vous où là, on va aller un peu plus en profondeur sur l'ensemble de ses besoins et ce qui fait priorité pour elle. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que souvent, on intervient sur une urgence suite à une hospitalisation ou à une mauvaise nouvelle. Nous, on commence notre accompagnement par ce biais-là et progressivement, en fait, on va dérouler l'accompagnement pour travailler tout ce qui est en lien autour de la prévention de la santé pour cette personne, pour faire vraiment un check-up santé vraiment global. Donc, il y a ce deuxième rendez-vous et ensuite, voilà, l'accompagnement démarre immédiatement. Au niveau des fréquences des rencontres, enfin voilà, on s'articule vraiment avec les besoins de la personne. Ça peut être un rendez-vous par semaine, voire plus, quand voilà, il y a des hospitalisations et des rendez-vous un peu plus rapprochés. Mais ça peut également être voilà, un peu plus dans la longueur. L'idée, c'est vraiment que la personne puisse retrouver une autonomie en santé. Nous, ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'observer les besoins de la personne et de partir de ses besoins. Il y a vraiment une évaluation et une orientation médicale qui est faite avec la mise en place vraiment d'un réseau de soins autour de la personne. On s'est aperçu que la majorité des personnes qui nous étaient orientées n'avaient pas forcément de médecin traitant. Donc, on essaye de réarticuler les choses en mettant en place le médecin traitant au centre, en fait, de l'accompagnement de la personne pour que, par la suite, en fait, elle puisse reprendre le réflexe, en fait, de se raccrocher à son médecin traitant pour la suite de son parcours de soins. Nous, on essaye vraiment de renforcer vraiment les capacités de la personne et de les réassurer, en fait, dans leur possibilité de faire les choses. Voilà, leurs difficultés multiples, parfois, leur font oublier qu'ils sont en capacité de faire les choses. Donc, nous, on intervient parfois,
parfois pour soutenir la personne, faire avec elle dans un premier temps et l'amener à faire par elle-même par la suite. On est sur un contrat globalement d'1 an, voilà, avec possibilité de renouvellement en fonction de l'avancée de la personne et voilà, des résultats médicaux de cette personne. On fait un bilan au bout de 6 mois qui nous permet de réajuster un petit peu les choses, voilà, s'il y a besoin de plus. Voilà. Et pour les orientations, donc ça se fait sur une fiche navette qui est vraiment très simplifiée, qu'on trouve sur la Fédération Santé Habitat, mais vous pouvez également me solliciter, je vous l'enverrai par mail, qui est le nom, le prénom de la personne, voilà, la pathologie connue, et voilà, s'il y a des choses déjà mises en place ou non, enfin nous, notre intervention est vraiment dans une situation, j'ai envie de dire, d'urgence et de précarité. Donc, c'est vrai qu'on a conscience qu'il y a besoin de mettre toute une coordination à mettre en place. Donc, nous n'avons pas besoin d'énormément d'informations. On part vraiment en fonction des besoins de la personne. Peut-être une petite vignette clinique, en fait, pour illustrer un petit peu tout ça. Écoutez, nous, on a reçu récemment une orientation pour un monsieur qui souffrait d'hypertension artérielle. En fait, il avait fait 2 AVC et 2 AVC qui avaient laissé des séquelles, voilà, avec des difficultés en fait pour parler. Monsieur est très inquiet en fait sur sa maladie. Il a du mal à gérer ses rendez-vous. Il oublie beaucoup. Et du coup, il nous explique qu'il a du mal à se faire comprendre et la structure d'hébergement nous explique qu'ils n'ont pas forcément le temps, en fait, pour rappeler l'ensemble des rendez-vous à monsieur et d'articuler tous les rendez-vous que monsieur peut avoir. Donc, du coup, nous sommes intervenus, enfin, nous intervenons toujours. Et là, monsieur a effectivement une hospitalisation à venir avec un protocole très strict en fait, d'ajustement de traitement, de prise de sang à faire à des dates bien déterminées. Donc, en fait, la référente sociale, l'infirmière, en fait, prend contact avec monsieur, lui rappelle son rendez-vous, l'accompagne en fait physiquement aussi, voir le médecin pour voilà, qu'il n'y ait pas de difficulté de compréhension en fait sur le protocole à mettre en place. Et ajuste le traitement avec monsieur au sein de son hébergement pour l'amener en fait vers cette hospitalisation avec plus de sérénité. Et voilà, en parallèle, monsieur voit notre psychologue en fait pour justement travailler cette inquiétude face à cette future hospitalisation. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Au niveau, vous passez du coup des conventions avec les structures d'hébergement ou au contraire, c'est toutes les structures qui peuvent vous contacter? Alors, toutes les structures peuvent nous contacter puisqu'en fait, lors du rendez-vous avec la personne, nous faisons signer en fait un document d'accompagnement qui vaut convention avec la structure, qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble des structures au niveau des Yvelines. D'accord, merci. Je vous en prie. Je regarde les questions. Quels sont vos critères d'âge? Il n'y a pas de critère d'âge. Voilà, on prend tout le monde, on accompagne aussi bien les enfants. Je crois que la personne la plus âgée de notre dispositif doit avoir 82 ans. Voilà. Vous reste-t-il de la place actuellement? Tout à fait. En fait, on est un dispositif qui est très, très mouvant par les entrées et les sorties en fonction des besoins. C'est vrai que quand les personnes n'ont plus besoin de notre accompagnement, voilà, on se garde une petite marge de manœuvre de 2-3 mois pour rester un petit peu en soutien derrière des personnes. Et voilà, dans quel cas, ils nous ressollicitent et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, on peut faire 5 entrées dans le mois et 5 sorties. Donc, effectivement, on a régulièrement toujours quelques places. On a Madame Rémy qui demande, pouvez-vous aider à trouver un médecin traitant? Je crois que vous y avez répondu pendant la présentation. Vous appuyez du coup sur les CPTS ou vous avez d'autres biais?
On peut s'appuyer sur le CPTS. Après, le dispositif a 2 ans d'existence et c'est vrai que chaque infirmière commence à avoir son réseau aussi. Donc, du coup, travailler avec des médecins traitants en proximité des structures d'hébergement. Pour nous, c'est important en fait de trouver en fait des professionnels de santé à proximité pour un véritable ancrage en fait territorial à ce niveau-là. Chose que j'ai pas précisé, si on se rend compte que la personne est hébergée et que voilà, sa pathologie, enfin, il y a vraiment une inadéquation entre sa pathologie et son lieu de vie. En fait, on peut appuyer pour faire des dossiers d'orientation vers les appartements de coordination thérapeutique ou faire des orientations vers les LAM ou les LHSS. Enfin, voilà, les structures d'hébergement apprécient ce genre de choses parce que c'est vrai que comme les infirmières sont en lien avec les spécialistes, on arrive à étoffer les dossiers plus facilement. On a une question. Cet accompagnement peut-il être proposé en dehors d'une prise en charge en structure, notamment pour les personnes sans hébergement, surtout 115 en errance? Alors, actuellement, on ne le fait pas. Par contre, si les gens sont à l'hôtel, ça nous est arrivé de le faire. Vous parliez du dossier MDPH. Oui, Dans ces cas-là, c'est en lien avec le médecin traitant quand il y en a un. oui. Ou Et avec les spécialistes également. C'est vrai qu'on s'appuie énormément sur les spécialistes. On a également en fait notre médecin coordinateur au sein de la structure qui peut également appuyer voilà, pour faire les dossiers. D'accord, merci. Est-ce que nous avons encore des questions pour Madame Jabala? Sinon, je repasse aux questions pour l'équipe mobile passerelle. Je crois qu'on n'en a pas. Merci beaucoup Merci beaucoup. pour votre présentation. Alors, entre-temps, nous avons eu de nouvelles questions. Donc, je reprends le fil. Faut-il au minima recueillir un accord de la personne lorsqu'on vous oriente une situation, notamment quand la problématique repérée par le professionnel ne l'est pas pour la personne? Alors, oui, oui, c'est très important d'expliquer à la personne pourquoi le travailleur social souhaite notre intervention euh, et qu'elle accepte de nous rencontrer une première fois. Après, voilà, hein, on lui dit il y a aucune obligation de continuer, que c'est juste une première rencontre, que voilà, on est là pour l'aider, etc. Mais non, c'est très important. Merci. Désolée, on a un écho dans la salle. Normalement, ça a été. Non. Alizé, je peux te laisser le reprendre pour les questions, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, hop, que je reprenne où on en était. Il y avait une question qui demandait quel serait l'équivalent pour des locataires dans le privé. Alors pour les locataires privés, il y a une structure aussi qui s'appelle l'AMPEX, qui s'occupe uniquement des bailleurs privés, pour les propriétaires. Porté par le département, ça. Voilà, porté par le département, mais sinon, on peut quand même avoir une orientation via ce qu'on disait tout à l'heure, les CAPEX par exemple. Ça nous arrive aussi d'avoir des personnes dans le privé. Donc, l'AMPEX s'adresse plutôt aux propriétaires. Oui. D'accord. Et pour les propriétaires, nous, par le biais des CAPEX, comme le disait mon collègue, ça nous arrive d'avoir des situations. Il y a ces 2 entrées pour les privés. Ok. Donc, du coup, il y avait une autre question pour les propriétaires. Donc, vous y avez déjà répondu. Il y avait une autre question qui était, est-ce que tous les bailleurs sociaux ont une convention avec vous? Non, on a conventionné avec 10 bailleurs sociaux sur les Yvelines. Il y en a I3F, CDC. CDC Habitat,
Je les ai plus là en tête. Séquence. Les rails. Les résidences Yvelines Essonne. Je sais plus les On dire. pourra vous faire parvenir la Oui. liste des bailleurs. Super, Oui. merci beaucoup. Il y avait une autre question qui demandait s'il y avait des délais d'attente pour démarrer un accompagnement. Alors, tout cela dépend en fait. Avec les bailleurs, nous avons des places. On va dire qu'avec tel bailleur, nous avons 5 places. Si nous avons déjà les 5 situations et qui veulent nous orienter une 6e, il y aura un peu d'attente, étant donné que nous sommes déjà au niveau des places, on est déjà à 5. Et pareil pour les situations qui nous sont orientées par la CAPEX. Il y a des listes d'attente, en fait, on les prend par les listes d'attente, on a un certain nombre de places et puis on essaie de traiter les situations et dès qu'il y en a une qui sort, on en fait rentrer une. En fait, c'est variable. Le Ok. délai d'attente est à chaque fois variable. mais assez court quand Mais même. assez court, Ouais. oui. C'est important de dire que c'est assez court. D'accord. Ensuite, donc il y avait tac, non. Eh bien, je crois que c'était la dernière question, puisque les autres concernaient les ACT hors les murs. Est-ce que d'autres parmi vous avaient des questions à poser à nos intervenants? S'il y a d'autres questions avant la fin du chat, on est là. Non, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes les questions ont pu être posées et ont trouvé toute une réponse. Aurélie, je te laisse reprendre la main pour... Oui, merci. Ah. Merci beaucoup. Oui. Hop. En tout cas, merci beaucoup aux deux intervenants d'avoir pris le temps de préparer, de venir sur le flash chanté. Voilà, si entre-temps il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà, on n'hésitera pas à transférer. Hop. Pour la fois prochaine, donc pour le mois de mars, ça aura lieu le 18 mars. Je ne vous dis pas l'invité encore parce qu'on n'est pas encore sûr de qui ce sera, mais en tout cas, vous avez toutes les informations qui vous sont soit communiquées par mail, soit sur notre LinkedIn, parce que malheureusement, parfois, la campagne de mailing n'arrive pas à destination, notamment pour les mairies. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre page LinkedIn, il y aura toujours le lien d'inscription et la thématique du mois. Merci beaucoup à tous de répondre présent à chaque fois et on se retrouve du coup le mois prochain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir, bonne journée. Merci.